C'était au cœur de la nuit, et sur l'horizon des plaines rurales, le silence qui aurait dû annoncer seulement un nouveau jour de travail dans les champs était déjà envahi par une inquiétude suffocante. Ce n'était pas le chant du coq qui réveillait les agriculteurs, mais la sensation que quelque chose de beaucoup plus grand, plus sombre et plus dévastateur s'approchait. L'odeur du maïs fraîchement récolté, empilé dans des silos qui autrefois symbolisaient l'abondance, commençait à se confondre avec l'amertume de l'incertitude. En quelques mots, tel était le nouveau portrait de ceux dont la vie dépendait de la terre. Et la question que personne n'osait prononcer à voix haute, mais qui résonnait dans l'esprit de tous, était claire. Jusqu'à quand la subsistance de millions de personnes dépendrait-elle de décisions prises dans des bureaux lointains au nom de jeux politiques sans aucun rapport avec la sueur des travailleurs? Les tarifs imposés par Donald Trump s'étaient abattus sur le secteur agricole comme un éclair qui fend le ciel lors d'une nuit sans lune. Il n'y eut pas d'avertissement, pas de préparation, seulement le constat cruel que des contrats forgés au fil des décennies pouvaient être déchirés sans remords, que des navires chargés de grains pouvaient rester immobiles dans les ports, attendant indéfiniment une autorisation qui ne venait jamais, que la confiance conquise par des générations d'agriculteurs était mise aux enchères. À chaque nouvelle annonce, à chaque discours enflammé, le sol semblait se dérober sous les pieds de ceux qui ne plantaient pas seulement du maïs, mais aussi de la dignité. Le fermier ordinaire, habitué à affronter sécheresse et tempête, devait désormais faire face à une force invisible et impitoyable, la politique transformée en arme de destruction économique. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres dans des rapports ou de courbes sur des écrans glacés. La crise avait un visage, une odeur et un poids. C'était la famille qui s'asseyait à table et constatait que le pain coûtait plus cher, que le fourrage du bétail diminuait, que les commerces locaux fermèrent leurs portes parce que l'engrenage agricole cessait de tourner. C'étaient de petites villes entières qui voyaient leur raison d'exister s'échapper entre leurs doigts. Le maïs qui devait traverser les océans, nourrir les troupeaux, alimenter les boulangeries et générer de la stabilité, pourrissait désormais dans les entrepôts. Et la question revenait sans cesse. À quoi sert d'être une puissance agricole si l'instabilité d'un simple tweet lancé au milieu de la nuit peut anéantir l'effort de milliers de travailleurs? La rupture ne s'était pas produite d'un seul coup. Ce fut un processus lent, corrosif, comme une rouille qui progresse de l'intérieur jusqu'à rendre la structure méconnaissable. 7 nations qui pendant des années avaient misé sur la fiabilité du maïs américain décidèrent de tourner le dos. L'une après l'autre, elles se tournèrent vers le Canada. La raison n'était pas dans les prix, ni même dans la qualité, mais dans quelque chose de plus profond, la confiance. Et lorsque la confiance est perdue, on peut offrir le grain le plus doré du monde. Il paraîtra tout de même amer. Ce qui inquiétait le plus les agriculteurs, c'était de constater que pour la première fois depuis des générations, le monde semblait disposé à vivre sans le maïs des États-Unis. Et si le monde pouvait se passer d'eux, que deviendraient les familles qui dépendaient de ces exportations pour survivre? La blessure s'ouvrit quand le premier partenaire agricole décida d'annuler ses contrats. Ce ne fut pas une rupture bruyante, pleine d'accusations. Ce fut un simple coup de téléphone au milieu de la nuit, avec une voix fatiguée disant qu'il n'était plus possible de continuer. Ce n'était pas le prix, ce n'était pas la qualité, mais l'incertitude qui rendait impossible la planification du lendemain. Quelle sécurité y a-t-il à dépendre d'un fournisseur qui peut tout changer en un clin d'œil ? Sans consulter personne, sans penser aux conséquences au-delà de ses frontières. Ce geste, en apparence isolé, révéla quelque chose de plus grand. La réputation de fiabilité, construite pendant des décennies, s'effondrait comme un château de sable devant une marée implacable. Les agriculteurs, qui avaient toujours été fiers d'être le cœur nourricier non seulement d'une nation, mais du monde entier, observaient maintenant, désemparés, l'effondrement de leur centralité. Le Canada, avec son image de prévisibilité et de contrats solides, offrait exactement ce que les États-Unis n'étaient plus capables de garantir, la stabilité.
Et comment rivaliser avec cela? Comment convaincre un partenaire international de rester fidèle quand la promesse de livraison peut disparaître du jour au lendemain? Le monde rural américain, si habitué à dicter les règles, devait désormais faire face à une dure réalité, être perçu comme instable, risqué, peu fiable. Cette transition ne s'opéra pas à travers de grandes manchettes. Elle se fit en coulisses, lors de réunions discrètes, dans des documents signés, loin des caméras. Une petite commande de maïs non renouvelée, un chargement redirigé, un contrat renégocié en silence. Peu à peu, le volume qui aurait dû quitter les ports américains diminuait, tandis que les terminaux canadiens accueillaient de plus en plus de navires, chargés non seulement de grains, mais aussi de quelque chose de beaucoup plus précieux. La confiance de ceux qui cherchaient une sécurité alimentaire. À chaque nouvel accord signé au Canada, un agriculteur américain voyait ses perspectives se rétrécir. Et à la place de l'espérance de croissance, surgissait l'angoisse de l'abandon. Le drame, cependant, ne se limitait pas aux statistiques. Il s'infiltrait dans les foyers. L'enfant qui entendait ses parents discuter des factures à la fin du mois, le commerçant qui ne parvenait pas à vendre ses produits parce que les clients n'avaient plus d'argent, le travailleur qui devait choisir entre réparer la clôture de la ferme ou payer l'école de son fils. Chacun de ces dilemmes était la conséquence directe d'une politique qui transformait la nourriture en arme diplomatique. Et le plus cruel était de constater que le monde continuait d'avancer, trouvant de nouveaux partenaires, tandis que les États-Unis restaient prisonniers de leur propre instabilité. Chaque jour qui passait renforçait le sentiment d'isolement. Il ne s'agissait plus seulement de contrats perdus, mais de la position du pays dans l'engrenage mondial. Le maïs, qui avait toujours été symbole d'abondance et de puissance, devenait désormais synonyme d'incertitude. Le monde commençait à voir qu'il existait des alternatives, que la dépendance n'était pas aussi absolue qu'on le croyait. Et cela, pour les agriculteurs américains, était peut-être le coup le plus douloureux. Découvrir que leur importance pouvait être écartée sans grandes conséquences pour leurs partenaires. C'est à ce moment que la narration cessait d'être uniquement économique pour devenir historique. Car lorsque 7 partenaires stratégiques choisissent d'abandonner un fournisseur qui semblait irremplaçable, il ne s'agit pas de simples ajustements de marché, mais d'un changement générationnel dans l'équilibre de la sécurité alimentaire mondiale. Ce qui autrefois allait de soi est désormais remis en question. Et quand la confiance est érodée à ce point, la récupération ne dépend plus seulement de prix compétitifs ou de grains de qualité, mais de quelque chose de bien plus complexe, la reconstruction d'une crédibilité perdue. Et ici surgit la question inévitable. Si une nation qui a toujours dicté les règles du commerce agricole mondial n'est plus capable d'assurer la prévisibilité même à ses alliés les plus proches, comment pourra-t-elle maintenir sa position dans un monde de plus en plus compétitif où la nourriture n'est pas seulement une marchandise, mais aussi une arme géopolitique? Le premier pays à rompre inaugura un processus auquel personne ne croyait. Et en repensant à ce coup de téléphone qui marqua le début d'une rupture sans précédent, une chose devient claire. La tempête qui hante les agriculteurs n'est pas qu'une métaphore, mais bien le signe avant-coureur d'un effondrement réel. L'aube n'avait pas encore dissipé l'obscurité quand le téléphone sonna dans un bureau d'achat de céréales au Caire. À l'autre bout de la ligne, la voix tremblait de fatigue, comme celle de quelqu'un qui portait le poids d'une décision qu'il ne voulait pas prendre, mais qu'il ne pouvait plus repousser. C'était la confirmation de ce que l'on pressentait depuis des mois. Le plus grand contrat de maïs des 5 dernières années entre l'Égypte et les États-Unis était annulé. Non pas pour des raisons de qualité ni de prix. La raison était plus cruelle et plus définitive. L'incertitude. Comment fabriquer le pain qui nourrit plus de 104 millions de personnes si la base de toute cette structure pouvait être arrachée du jour au lendemain à cause de querelles politiques qui n'avaient rien à voir avec la survie de la population?
Cette question résonnait non seulement dans les couloirs du gouvernement égyptien, mais aussi dans les boulangeries bondées, sur les marchés populaires où l'odeur du pain chaud avait toujours été synonyme de vie, et dans les familles qui dépendaient de cet aliment simple pour traverser chaque journée. Depuis plus de 3 décennies, les moulins égyptiens s'étaient appuyés sur la fiabilité quasi automatique du maïs en provenance de l'Illinois et de l'Iowa. C'était un flux constant, prévisible, aussi naturel que l'eau du Nil. Le maïs américain soutenait la production d'aliments pour le bétail, renforçait l'élevage et surtout garantissait l'approvisionnement de la farine pour les galettes qui composent la base du régime quotidien de millions de familles. Mais soudain, ce lien vital commença à se défaire. Chaque nouvelle dispute tarifaire, chaque message impulsif publié par des responsables politiques sur les réseaux sociaux agissait comme un séisme secouant des contrats autrefois solides. En Égypte, les réunions d'urgence se multiplièrent. Les experts en sécurité alimentaire, les ministres et les importateurs se retrouvaient nuit après nuit pour évaluer les risques d'une dépendance à un partenaire devenu imprévisible. Et, de l'autre côté de l'océan, les agriculteurs américains, fiers d'alimenter le monde, ne recevaient plus que le silence. Les appels n'étaient plus retournés. Les négociations, autrefois fluides, étaient désormais reportées indéfiniment. L'image la plus douloureuse ne se trouvait peut-être pas dans les graphiques et les rapports, mais dans le quotidien des familles égyptiennes. Les boulangeries commencèrent à rationner la farine. Hommes et femmes, habitués à acheter du pain frais chaque matin, se retrouvaient face à des files plus longues et des étagères plus vides. Le pain, symbole de continuité, de stabilité et de communauté, prit un goût amer de rareté. Pour les plus âgés, des souvenirs de périodes d'instabilité économique ressurgissaient, réveillant la peur d'un retour en arrière. Personne n'échappait au poids de ce risque. L'incertitude traversait les océans et révélait une vérité cruelle. La nourriture qui soutient les populations ne peut pas être utilisée comme monnaie d'échange dans des querelles diplomatiques. Le point de rupture survint lorsqu'une cargaison de maïs resta bloquée pendant 2 semaines dans les ports américains, en raison d'exigences documentaires mises en place davantage pour envoyer un signal politique que pour assurer la sécurité sanitaire. 2 semaines. Pour une famille, cela signifiait 14 jours sans la certitude d'avoir du pain sur la table. Pour les moulins, cela signifiait réduire la production, couper des équipes, licencier des travailleurs. Pour les petits commerçants, cela signifiait affronter des clients irrités, anxieux et inquiets. Et pour les agriculteurs américains, cela signifiait voir des tonnes de grains s'accumuler dans les silos, tandis que les acheteurs cherchaient ailleurs. La décision de l'Égypte ne naquit pas d'un calcul froid, mais d'une urgence humaine. On ne négocie pas avec la faim d'un peuple. C'est alors que le Canada apparut comme un port sûr. Pas de discours grandiloquents, pas de promesses couvertes de propagande. Les représentants canadiens arrivèrent avec ce qui semblait simple, mais qui, en ce moment-là, était révolutionnaire, la fiabilité. Des contrats de 5 ans, des clauses claires, une livraison garantie, une qualité uniforme. Aucun spectacle politique, aucune menace de tarifs soudains, aucun revirement au beau milieu de la nuit. Seulement la tranquillité de savoir que la nourriture arriverait à la date prévue, aux conditions convenues, au prix fixé. La première commande fut modeste, 50 000 tonnes, un test pour vérifier si la promesse tiendrait. Et ce que l'on vit fut presque une révélation. Le maïs arriva à la date exacte avec une documentation impeccable, une qualité supérieure, calibrée précisément pour les machines des moulins égyptiens. Pas de retard, pas de complications, pas de drame. Le contraste avec l'expérience récente était saisissant. Les travailleurs des moulins, beaucoup d'entre eux des hommes et des femmes âgés de 40 à 60 ans, ayant déjà traversé d'autres crises, décrivait la différence presque comme un soulagement physique. Le maïs canadien réduisait les pertes, augmentait l'efficacité et facilitait la production. En moins de 18 mois, l'Égypte signait un contrat annuel de 847 millions de dollars avec des fournisseurs canadiens. Les termes incluaient des routes alternatives, des plans d'urgence
et des garanties de qualité qui rétablissaient la confiance perdue. La relation avec les États-Unis, bâtie durant plus de 30 ans, s'acheva dans le silence. Pas de rupture bruyante, pas d'accusations officielles. Simplement, les commandes cessèrent d'être passées. Le téléphone ne sonnait plus. Les portes, autrefois ouvertes, se refermèrent sans explication. Ainsi, les marchés égyptiens commencèrent à vivre une nouvelle réalité. Le pain qui nourrissait le Caire était désormais fait avec du blé du Saskatchewan. La viande des boucheries provenait d'animaux nourris avec des aliments du Manitoba. La transition ne fut pas seulement commerciale, elle fut culturelle. Ce qui paraissait inébranlable s'avéra fragile. Et en 2025, en observant ce processus, des hommes et des femmes d'âge mûr à travers le monde reconnaissaient un sentiment familier. La peur de voir s'effondrer ce qui semblait stable. Combien de fois, au cours de leur vie, des contrats de travail, des amitiés, des relations ou même des convictions politiques se sont révélés moins solides qu'ils ne le paraissaient? Que se passe-t-il lorsque ce en quoi vous aviez une confiance aveugle se défait en une nuit? L'Égypte n'a fait que transformer, à l'échelle d'une nation, une expérience que tout être humain a déjà vécue à titre personnel. La leçon ne fut pas seulement le choix d'un nouveau fournisseur, mais la prise de conscience que la prévisibilité vaut davantage que la rhétorique de grandeur. En ces temps d'incertitude mondiale, les personnes âgées de 30 à 65 ans savent combien il en coûte de vivre dans l'instabilité. Elles le ressentent dans leur travail, dans leur famille, dans leurs finances personnelles. Le maïs n'est pas seulement un grain, c'est le reflet de la confiance ou de son absence. Et quand une nation comme l'Égypte décide de changer de partenaire, le monde entier comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple transaction agricole, mais d'un tournant historique qui redéfinit les rapports de pouvoir et de survie. Car, au bout du compte, celui qui contrôle la nourriture contrôle aussi la dignité de millions de personnes. Et pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il est impossible d'ignorer l'influence des dirigeants qui ont façonné cet échiquier. Les décisions qui ont ébranlé l'agriculture américaine ne sont pas apparues par hasard. Elles sont nées des convictions, des stratégies et même des obsessions de figures marquantes de l'histoire récente, comme Donald Trump ou Xi Jinping. Comprendre les traits qui ont défini ces hommes depuis leur jeunesse, leurs ambitions, leurs contradictions, leur vision du pouvoir, est une clé essentielle pour interpréter le présent. C'est pourquoi nous avons préparé un e-book spécial sur les biographies de ces présidents qui ont façonné et continuent de façonner le paysage mondial. Ce matériel est disponible dans le commentaire épinglé et il peut vous offrir un regard plus approfondi et pédagogique sur les racines des événements qui nous touchent aujourd'hui. Si cette réflexion a eu du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime à cette vidéo dès maintenant. Votre participation renforce notre communauté et permet à davantage de personnes d'avoir accès à ce contenu qui relie le présent aux racines de l'histoire. Dans les ports de la République de Corée, les navires chargés de maïs ont toujours été accueillis comme une partie d'un rituel continu. La logistique était méticuleuse et chaque minute perdue représentait des coûts élevés dans un pays qui vit de la précision de ses industries. Mais ces dernières années, quelque chose a commencé à inquiéter les importateurs coréens. Les cargaisons en provenance des États-Unis arrivaient accompagnées de piles de papiers désordonnés, de documents signés à la main, d'informations contradictoires qu'il fallait confirmer par téléphone. Le maïs en soi n'était pas mauvais. La question résidait dans le temps nécessaire pour prouver son origine, certifier sa qualité et autoriser sa circulation. Combien cela coûte-t-il pour un pays mu par la technologie de dépendre d'un processus qui semble figé dans un passé analogue? C'est lors de l'un de ces retards, pendant une inspection à Busan, que la patience s'est brisée. Une cargaison américaine est restée bloquée 3 semaines parce que les autorités ne parvenaient pas à retracer correctement son parcours. C'était comme si le maïs avait disparu de la carte dès sa sortie des silos du Midwest. Pour les usines coréennes qui produisent des aliments pour animaux, des huiles végétales et des produits alimentaires transformés,
3 semaines, c'est une éternité. Des lignes de production entières ont été suspendues, des employés renvoyés plus tôt, des contrats renégociés, et au même moment, un autre navire venu du Canada fut libéré en seulement 2 jours, chaque sac identifié par des codes numériques indiquant l'humidité du sol et la date de récolte. Le contraste entre ces 2 réalités ne pouvait être plus saisissant. Tandis que les Américains semblaient s'appuyer sur leur réputation passée, les Canadiens livraient quelque chose qui répondait directement aux besoins d'un pays qui respire la technologie, une transparence totale. Chaque lot de maïs canadien arrivait avec des rapports numériques instantanés, accessibles sur le téléphone portable de n'importe quel superviseur d'usine. Ce n'était pas seulement l'aliment qui arrivait, mais toute une narration transparente de son voyage du champ au port. Face à cela, comment justifier le choix de rester prisonnier de systèmes archaïques? En Corée du Sud, où même un petit café utilise déjà l'intelligence artificielle pour prévoir la demande quotidienne en grains de café, dépendre de fournisseurs qui envoient encore des documents par fax paraissait presque insultant. Et cela soulevait une question dérangeante. Jusqu'à quel point le passé peut-il continuer à soutenir les relations commerciales quand l'avenir exige un autre langage? La modernité n'accepte pas de pause, et les usines coréennes, qui fonctionnent à un rythme effréné, ne pouvaient plus se permettre d'attendre des papiers tamponnés dans des bureaux lointains. La transformation a commencé subtilement. Une entreprise de taille moyenne, spécialisée dans la production d'aliments pour porcs, a décidé d'essayer le maïs canadien au lieu de l'américain. Le pari était risqué, mais l'expérience a changé la donne. La production n'a pas seulement maintenu sa qualité, elle a commencé à afficher des gains constants d'efficacité. La prévisibilité des livraisons a permis de réorganiser les équipes, de réduire les stocks et de planifier des expansions. D'autres entrepreneurs ont observé les résultats et compris qu'il ne s'agissait pas seulement de changer de fournisseur. C'était l'occasion de repenser toute la logique de la chaîne d'approvisionnement. Que se passe-t-il lorsqu'un secteur entier découvre qu'il peut réduire ses coûts et accroître sa précision en même temps? La réponse est venue par vagues. Les entreprises de produits alimentaires transformés ont commencé à migrer, puis celles liées aux biocarburants, jusqu'à ce que de grands conglomérats comme Samsung et LG signent des contrats directs avec des fournisseurs canadiens. Ce n'était pas seulement du maïs, c'était une nouvelle philosophie de gestion. La traçabilité numérique offrait non seulement des garanties de sécurité alimentaire, mais aussi un discours qui plaisait aux consommateurs coréens, de plus en plus attentifs à l'origine des aliments qu'ils consomment. La culture coréenne, façonnée par la rigueur et la discipline, trouva au Canada un partenaire qui semblait comprendre ce niveau d'exigence. Chaque retard évité, chaque document remis à temps, chaque spécification respectée au millimètre devenait une brique de plus dans la construction d'une relation de confiance. Mais il y avait aussi une dimension émotionnelle à ce choix. Combien de fois une mère de famille, en achetant de la nourriture pour son chien, ne s'interroge-t-elle pas sur la qualité du produit? Combien de parents, en remplissant la table de riz et de viande, ne souhaitent-ils pas être certains que les aliments sont sûrs, stables et transparents? Dans une société qui valorise la confiance presque autant que l'efficacité, le maïs canadien offrait des réponses que le produit américain ne pouvait plus soutenir. Le gouvernement coréen, percevant cette tendance, a décidé d'aller plus loin. Des réglementations plus strictes furent établies, exigeant une traçabilité complète de chaque aliment importé. C'était comme si le pays avait placé une loupe sur ses partenaires commerciaux. Ceux qui ne pouvaient pas prouver la qualité de bout en bout n'avaient tout simplement plus de place sur le marché. Comment les États-Unis pouvaient-ils rivaliser alors qu'ils luttaient encore pour organiser leur propre chaîne logistique? La question devint gênante jusque dans les associations agricoles américaines, qui voyaient d'anciens clients disparaître en silence, sans conflit, sans scandale, simplement en se tournant ailleurs pour trouver ce qu'ils ne trouvaient plus. Pendant que le secteur agricole américain tentait de justifier ses retards, les entreprises coréennes célébraient des gains mesurables. La réduction de la paperasserie représentait plus que de l'efficacité. C'était moins de gaspillage.
moins de bureaucratie, plus d'agilité. Pour les consommateurs ordinaires, les effets commençaient à se faire sentir dans le prix des aliments, dans la régularité des approvisionnements et même dans le marketing des marques qui affichaient fièrement l'origine canadienne de leurs produits. Le maïs n'était plus seulement une matière première, il devenait un symbole de confiance, d'avenir, d'engagement envers des standards internationaux de qualité. Mais le véritable tournant eut lieu lorsque le secteur technologique coréen décida d'investir directement dans des partenariats avec les producteurs canadiens. Les entreprises qui auparavant fabriquaient des smartphones et des téléviseurs commencèrent à développer des capteurs agricoles, des systèmes d'irrigation intelligents et des plateformes de traçabilité basées sur la blockchain. L'agriculture et la technologie s'unirent dans un mouvement inédit, transformant le maïs en laboratoire pour tester l'avenir de la production alimentaire. Cette union ne fit pas seulement consolider la présence canadienne, elle créa aussi un réseau d'interdépendance entre les deux pays. Car comment rompre avec un partenaire qui non seulement fournit le produit, mais partage aussi le développement de la prochaine génération d'innovation? Pour de nombreux agriculteurs américains, la sensation était celle d'assister à une fête à laquelle ils n'avaient pas été invités. Leurs grains restaient bons, mais cela ne suffisait plus. Il fallait raconter une histoire complète, transparente, efficace. Et dans le monde connecté de 2025, qui ne sait pas raconter son histoire, finit oublié. Que restait-il alors à ceux qui voyaient leur contrat se réduire chaque mois? Ce dilemme traverse non seulement les frontières commerciales, mais aussi les vies personnelles. Combien de fois une personne de 50 ans, après des décennies dans une profession, réalise-t-elle qu'il ne suffit plus de répéter ce qui a toujours fonctionné, que le monde a changé, que les exigences sont autres et que l'expérience, bien que précieuse, doit s'adapter pour ne pas perdre sa pertinence? La crise du maïs américain en Corée du Sud est aussi un miroir pour tous ceux qui se trouvent à un carrefour personnel, restés prisonniers des anciens modes ou oser apprendre un nouveau langage. À chaque cargaison canadienne arrivée avec une efficacité impeccable, les agriculteurs américains voyaient se consolider l'évidence que l'avenir avait choisi une autre voie. Il n'y eut pas de confrontation diplomatique, pas de guerre tarifaire dans ce cas. Ce que l'on vit fut encore plus définitif, la logique de la technologie remplaçant celle de la tradition. Quand un pays entier, façonné par la discipline de l'innovation, trouve un partenaire prêt à marcher au même rythme, comment revenir en arrière? Et face à cette transformation, surgit la question la plus provocante de toutes. Si même la Corée du Sud, connue pour sa loyauté envers des partenaires stables, a décidé de reconstruire toute sa chaîne d'approvisionnement autour d'une autre nation, qu'est-ce qui empêcherait les autres pays de suivre le même exemple? Au cœur du désert, dans une matinée brûlante qui semblait faire fondre jusqu'aux ombres, un groupe de ministres et de techniciens s'était réuni dans une salle vitrée à Riyad. La scène aurait pu paraître ordinaire. Des bureaucrates devant des tableaux et des graphiques, discutant de projections d'importation. Mais quelque chose de différent flottait dans l'air. On ne parlait pas seulement de chiffres, mais de la survie même d'une nation qui ne cultive pas suffisamment pour nourrir sa population. Là où l'on avait l'habitude de prendre des décisions sur le pétrole et l'énergie, on discutait désormais de pain, de céréales et de fourrage. Pour la première fois depuis des décennies, le centre de la conversation n'était pas la richesse souterraine, mais la vulnérabilité qui jaillissait de terres lointaines, où un autre gouvernement décidait, seul, qui aurait accès à la nourriture et qui resterait les mains vides. Comment se protéger quand la souveraineté alimentaire dépend des choix d'autrui? L'Arabie saoudite s'était toujours enorgueillie de sa capacité à négocier avec de multiples partenaires, en évitant les attaches excessives. Mais ce sentiment de sécurité commença à se fissurer lorsque des cargaisons entières restèrent bloquées plusieurs jours dans des ports étrangers, retenues par des procédures sans logique pratique, justifiées uniquement comme démonstration de force politique. Les contrats, aussi détaillés fussent-ils, ne garantissaient plus rien. Chaque ligne signée semblait susceptible d'être annulée par un caprice diplomatique.
Et quel pays peut tolérer l'idée que son pain de demain dépende de la volatilité de discussions sans rapport avec la faim de son peuple? Le dilemme saoudien prenait un relief encore plus dramatique quand on se souvenait qu'environ 85% de sa nourriture venait de l'extérieur. Imaginez un instant cette insécurité. Chaque repas, chaque verre de lait, chaque morceau de viande sur les étals devait franchir des frontières avant d'arriver aux tables. Le moindre trouble, le moindre conflit, le moindre ordre imprévu suffisait à ébranler tout l'édifice. Si le pétrole était la forteresse du royaume, la nourriture en révélait la faille. Le paradoxe ne pouvait être plus cruel. Contrôler les prix de l'énergie qui fait tourner la planète, et en même temps craindre pour la ration de maïs qui nourrit ses animaux. C'est dans cette atmosphère de tension que surgirent les représentants canadiens. Non pas avec de grands discours, mais avec des propositions qui à première vue semblaient banales. Contrats fixes, clauses blindées contre toute ingérence extérieure, logistique pensée avec des redondances pour résister aux crises. Cette banalité était précisément ce que le royaume recherchait. Dans un monde où chaque transaction devenait bataille politique, la simplicité d'une promesse tenue paraissait presque révolutionnaire. Quelle est la valeur de la prévisibilité dans un univers dominé par l'instabilité? Pour ceux qui doivent nourrir des millions de personnes en plein désert, la réponse était évidente. Rien n'est plus précieux. Le premier accord signé fut tenu secret, comme si le royaume voulait tester en silence la solidité de ce partenariat. 400 000 tonnes annuelles de maïs, de blé et de canola, livrées avec des clauses de sécurité qui résonnaient presque comme des vœux de fidélité. Les résultats ne tardèrent pas. Les cargaisons arrivaient non seulement à l'heure, mais elles étaient adaptées aux conditions extrêmes du désert. Le maïs débarquait déjà nettoyé, emballé pour résister à la chaleur accablante, prêt à être stocké sans perte significative. Chaque détail semblait avoir été pensé pour cette destination spécifique. Ce n'était pas seulement du commerce, c'était de l'attention. Et cela toucha d'une certaine façon l'orgueil saoudien. Habitué à être traité comme un acheteur garanti par sa capacité de payer, le royaume sentait désormais qu'enfin quelqu'un faisait l'effort de comprendre ses particularités. Quelle différence entre être un client ordinaire et devenir un partenaire stratégique? La réponse résonnait dans les couloirs des palais, une différence immense. Le grain venu des plaines canadiennes n'apportait pas seulement de la nutrition, mais aussi la certitude que la nourriture ne serait plus utilisée comme une arme contre eux. Cette perception se transforma en action. Peu à peu, les investissements saoudiens traversèrent l'Atlantique. Des centres de recherche furent construits en terre canadienne, spécialisés dans les techniques avancées d'irrigation, dans les systèmes de stockage résistants aux climats extrêmes et dans de nouvelles variétés de semences adaptées aux environnements hostiles. C'était comme si le désert et les champs glacés avaient scellé un pacte improbable, créant ensemble des solutions qu'aucun n'aurait pu développer seul. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter de la nourriture, mais de partager le savoir. À l'intérieur du pays, la population commença à remarquer les changements. L'approvisionnement, autrefois soumis au vent diplomatique, devenait plus stable. Les marchés retrouvaient des stocks réguliers et la peur de manquer de blé pour le pain quotidien s'estompait. Pourtant, ce soulagement portait une provocation. Combien de temps un royaume peut-il dépendre de la bienveillance de partenaires extérieurs pour nourrir son peuple? Cette question surgissait en silence parmi les familles qui, même sans discuter ouvertement de politique, savaient que leur nourriture était le fruit d'une géopolitique fragile et imprévisible. En même temps, les agriculteurs américains observaient cette transition avec incrédulité. Pendant des décennies, ils avaient cru que le Moyen-Orient ne romprait jamais avec ses routes traditionnelles. Comment accepter qu'une nation si riche et influente ait décidé de transférer son cœur alimentaire vers un autre partenaire? L'incrédulité se changeait en silence. Car, après tout, comment s'opposer à quelqu'un qui ne s'éloigne pas par hostilité, mais par nécessité? Le départ saoudien ne fut pas une rupture bruyante, mais un choix serein. Et justement pour cela, plus difficile à inverser. Cette sérénité pourtant
cachait une réalité dévastatrice. Chaque tonne détournée vers le Canada représentait non seulement une perte commerciale pour les agriculteurs américains, mais aussi l'érosion symbolique de leur image de fournisseurs fiables. Et quand la confiance s'évanouit, que reste-t-il? Est-il possible de la reconstruire dans un monde où de plus en plus de pays apprennent à vivre sans ce qui semblait autrefois irremplaçable? Avec le temps, l'impact de la décision saoudienne se répandit dans toute la région. D'autres nations arabes observèrent le mouvement et commencèrent à envisager des alternatives similaires. Si même l'Arabie saoudite, avec tout son poids économique, reconnaissait qu'elle ne pouvait rester prisonnière de contrats vulnérables, pourquoi les autres devraient-ils continuer à courir le risque? La confiance, auparavant concentrée, commença à se disperser. Et cela déclenchait une autre question, encore plus troublante. Combien de piliers doivent s'effondrer avant que toute la structure ne s'écroule? L'histoire du royaume montre que le changement ne naît pas seulement de calculs économiques, mais aussi de sensations humaines. La mémoire des files d'attente dans les marchés, des produits retenus aux douanes, des délais qui s'allongeaient tandis que les familles attendaient, tout cela façonna la décision. Il ne s'agissait pas seulement de protéger des statistiques d'importation, mais de préserver la dignité de millions de personnes qu'il fallait nourrir en plein désert. Cette dimension, invisible dans les tableurs, fut la véritable force qui poussa l'Alliance vers le Canada. Au final, ce qui paraissait être un simple changement de fournisseur se révéla être une reconfiguration de la logique même du pouvoir. L'Arabie saoudite découvrit qu'elle pouvait négocier sans être enchaînée à l'instabilité, et le Canada découvrit qu'il pouvait devenir un pilier de confiance dans une région historiquement sensible. Pendant ce temps, les agriculteurs américains voyaient leurs contrats disparaître sans confrontation, sans négociation, simplement remplacés par de nouveaux liens. Dans le désert, où chaque goutte d'eau a de la valeur et chaque grain de céréales porte un poids symbolique, une vérité commença à apparaître avec clarté. Celui qui contrôle la confiance contrôle aussi la survie. Et sur cette nouvelle carte, la boussole ne pointait plus vers les plaines du Midwest, mais vers les prairies glacées du Canada. Et la question qui refusait de se taire restait suspendue comme un défi. Si même le royaume du pétrole a réussi à rompre sa dépendance alimentaire, qui sera le prochain à tourner le dos aux États-Unis? À Mexico, l'arôme du maïs a toujours été bien plus que le simple présage d'un repas. C'est une mémoire vivante, un héritage collectif, l'identité d'un peuple qui, depuis des siècles, transforme les grains en nourriture et la nourriture en culture. C'est pourquoi, lorsque les premiers signes de désaccord ont commencé à apparaître aux frontières avec les États-Unis d'Amérique, il ne s'agissait pas seulement de questions commerciales, mais de quelque chose qui touchait directement à l'âme de la nation. Le maïs destiné aux tortillerías restait bloqué dans des entrepôts soumis à des inspections interminables qui se prolongeaient durant des semaines. Dans des usines entières, les fours qui auraient dû rester allumés s'éteignaient à l'aube. Les ouvriers rentraient plus tôt chez eux, inquiets non seulement pour leur salaire, mais aussi de ne pas savoir si, le lendemain, la matière première serait disponible pour continuer à produire. Sur les marchés populaires, le prix de la tortilla commençait à grimper, provoquant des disputes dans les files d'attente et poussant les familles à réorganiser leurs repas. L'aliment le plus basique de tous portait désormais la marque d'une usure diplomatique qui n'avait rien à voir avec la vie quotidienne des gens. Ce sentiment d'instabilité s'est accru silencieusement, rongeant des relations construites depuis plus de 7 décennies. La frontière entre les deux pays avait toujours fonctionné comme un canal naturel d'échange, presque automatique, presque organique. Mais soudain, tout semblait vulnérable. Les tarifs apparaissaient et disparaissaient au gré des discours politiques enflammés. À chaque nouveau cycle électoral, les contrats devaient être révisés. Et la question, que personne ne voulait poser à voix haute, s'imposait peu à peu. Jusqu'à quel point un pays peut-il confier sa sécurité alimentaire à un partenaire qui change les règles comme on change de saison?
Les entrepreneurs mexicains, habitués à négocier avec pragmatisme, ont commencé à chercher des réponses hors de la logique traditionnelle. Le premier pas fut timide. Une cargaison expérimentale venue du Canada, débarquée par les ports du Pacifique. Les retours furent immédiats. Pas de retard, pas d'exigences arbitraires, pas de modifications de dernière minute. Le maïs est arrivé calibré pour les machines industrielles avec un taux d'humidité ajusté et une documentation claire. Ce n'était qu'un lot de 10 000 tonnes, mais à ce moment-là, il semblait ouvrir une brèche vers l'avenir. Et il n'a pas fallu longtemps pour que cet avenir se concrétise. Les tortillerías, qui avaient connu des jours de tension à cause du manque de matières premières, purent reprendre la production sans crainte. Les familles retrouvèrent au petit déjeuner les tortillas chaudes qui avaient toujours fait partie de leur vie. La confiance dans une source stable a ravivé non seulement l'économie, mais aussi l'estime collective. Le geste de changer de fournisseur n'était plus seulement une stratégie économique. Il devenait un choix de souveraineté. Mais ce changement soulevait une autre question inconfortable. Que signifie réellement la souveraineté dans un monde interdépendant ? Le Mexique ne pouvait pas produire à lui seul tout le maïs dont il avait besoin, mais il pouvait choisir auprès de qui acheter. Et ce choix portait un poids symbolique immense. Il s'agissait de confier la base de l'alimentation nationale non plus aux partenaires historiques, mais à un autre acteur qui se présentait comme prévisible, stable, capable de respecter des contrats sans transformer les grains en armes de négociation. C'était un acte de rupture qui, au-delà de l'économie, touchait à la politique, à la diplomatie et même à la psychologie collective. Car finalement, lorsque la confiance entre voisins se brise, que reste-t-il ? Alors que les contrats canadiens se multipliaient, les agriculteurs américains observaient, stupéfaits. Pendant des décennies, ils avaient considéré le Mexique comme une extension naturelle de leur marché, presque comme le prolongement de leur propre ferme. Ils voyaient désormais des contrats disparaître sans explication, des réunions être annulées, de vieux clients se taire. Le choc était double. En plus des pertes financières, il y avait la blessure émotionnelle de constater que la loyauté bâtie au fil des générations s'était érodée jusqu'à disparaître. C'était comme assister à l'effondrement d'un long mariage, non pas par manque d'amour, mais par absence de confiance. Du côté mexicain, l'impact fut également humain. Les ouvriers de l'industrie alimentaire retrouvèrent une plus grande stabilité dans leurs horaires. Les commerçants reprirent leur souffle et les ménagères, habituées à calculer leur budget au centime près, respirèrent soulagés en voyant les prix se stabiliser. Le maïs n'est pas seulement un grain, c'est du temps, du travail, de la dignité. Et lorsque les cargaisons commencèrent à arriver sans interruption, le pays redécouvrit que son économie pouvait être moins dépendante du climat politique du voisin. Mais la question demeurait, si même le Mexique, partenaire historique, avait été capable de rompre ce lien, quel impact ce choix aurait-il sur la perception mondiale ? Dans les couloirs du pouvoir à Washington, ce changement fut perçu comme une offense. Perdre le plus grand client voisin n'était pas seulement un revers économique, mais aussi un signe clair que le monde était prêt à chercher des alternatives. Pourtant, le silence mexicain, sans accusation tonitruante ni discours flamboyant, rendait la chose encore plus corrosive. Le voisin suivait simplement un autre chemin sans se retourner. Il n'y avait pas de place pour la réconciliation, seulement le constat qu'une page avait été définitivement tournée. Ce processus apporta avec lui un élément curieux. En diversifiant ses fournisseurs, le Mexique commença aussi à réévaluer sa politique agricole interne. Les incitations aux coopératives locales se renforcèrent, de nouvelles variétés de maïs adaptées au climat furent étudiées, et le débat sur l'autosuffisance alimentaire reprit vigueur. La rupture n'avait donc pas seulement créé une dépendance dans une autre direction. Elle avait stimulé une réflexion sur la manière dont le pays pouvait équilibrer importation et production locale, réduisant ainsi des vulnérabilités historiques. Et, dans une société marquée par les inégalités, cette discussion ralluma les espoirs dans des régions rurales qui se sentaient oubliées depuis longtemps.
Il est intéressant de constater que ce mouvement de rééquilibrage, né d'un conflit externe, a fini par nourrir un sentiment d'identité renouvelé. Le peuple mexicain redécouvrit que son histoire est liée au maïs depuis les temps anciens, lorsque les mythes racontaient que les hommes et les femmes furent façonnés à partir de ce grain sacré. En s'appropriant le débat sur l'origine des achats, les quantités à produire, la manière de stocker, le pays renouait avec ce fil invisible qui relie le passé au présent. La nourriture redevenait symbole de destin. Et face à ce tableau, une réflexion s'impose. Combien de fois, dans la vie, à l'échelle personnelle ou nationale, sommes-nous forcés de réévaluer nos dépendances? Combien de fois la confiance aveugle dans une source de stabilité se révèle-t-elle illusoire, nous obligeant à chercher des alternatives autrefois impensables? Le Mexique, par sa décision, a montré au monde que même des liens historiques peuvent être rompus lorsque la survie et la dignité sont en jeu. Et cette leçon résonne partout. Il n'existe pas de pacte qui résiste quand la table du peuple est menacée. Dans ce contexte, comprendre les rouages du leadership mondial devient encore plus essentiel, car les tarifs, les blocages et les changements de trajectoire ne naissent pas du néant. Ils sont le fruit des visions, des tempéraments et des stratégies de dirigeants qui façonnent la politique internationale. Les décisions qui ont ébranlé la confiance entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique portent la marque de personnalités comme Donald Trump et Xi Jinping, dont les trajectoires révèlent comment des obsessions de jeunesse, des ambitions de pouvoir et des contradictions intimes se transforment en politique concrète. Pour qui veut interpréter le présent avec plus de clarté, plonger dans ses biographies revient à ouvrir une carte détaillée de l'échiquier mondial. C'est pourquoi nous avons préparé un livre numérique exclusif qui rassemble ces histoires, offrant une vision didactique et inspirante sur la manière dont des vies individuelles ont façonné le destin de nations entières. Le lien vers ce contenu est disponible dans le commentaire épinglé. Si ce récit a éveillé en vous de nouvelles questions, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et partager vos réflexions. Votre participation est ce qui maintient cette conversation vivante et élargit la portée d'un débat qu'on ne peut remettre à plus tard. La trahison n'est pas venue de loin. Elle a traversé la frontière comme un vent glacé qui s'infiltre par la fente d'une porte au moment le plus inattendu. Le Mexique, qui pendant plus de 70 ans avait été le partenaire le plus proche des agriculteurs américains, a commencé à détourner le regard, lentement, jusqu'à rendre évident qu'il n'avait plus confiance. Imaginez la scène, des camions chargés de maïs immobilisés dans des files interminables à la frontière, des chauffeurs épuisés dormant sur leurs sièges, des fabriques de tortillas calculant les dernières heures de production avant d'éteindre les machines. De l'autre côté, des tonnes de grains entassés dans des entrepôts bloqués par des inspections bureaucratiques qui n'avaient rien à voir avec la sécurité alimentaire, mais tout avec des disputes politiques sur la migration, les frontières et les intérêts partisans. Le maïs n'était plus seulement du maïs, il était devenu une arme dans un jeu de pouvoir qui ne respectait ni les contrats ni la proximité. À l'intérieur du Mexique, l'impact fut immédiat. Les tortillerías, qui donnent forme à l'aliment le plus symbolique du pays, commencèrent à rationner la pâte. Des ouvriers, dont beaucoup comptaient des décennies d'expérience, voyaient leur four s'éteindre plus tôt que prévu et se demandaient comment expliquer à leurs clients fidèles que le pain du matin pouvait manquer. Dans les marchés, les discussions s'intensifiaient. Le prix des tortillas augmentait, le budget familial rétrécissait et le sentiment de dépendance devenait insupportable. Alors, surgissait la question qui résonnait autant dans les rues que dans les bureaux du gouvernement. Comment un pays de plus de 130 millions d'habitants peut-il confier sa base alimentaire à des décisions prises au-delà de ses frontières? Pendant ce temps, les agriculteurs américains ressentaient un vide qui ne se mesurait pas seulement en argent. C'était la perte d'une routine qui paraissait éternelle. Pendant des décennies, le flux fut si naturel que personne ne croyait qu'il pouvait se rompre.
Mais il a suffi d'un chargement retenu pendant 3 semaines pour que le sol se dérobe sous les pieds. Les usines mexicaines ont comptabilisé des pertes de 340 millions de dollars et ce chiffre n'était pas qu'une statistique. Il avait des visages, des odeurs et des noms, des familles contraintes de payer plus cher leur nourriture, des entreprises réduisant leurs équipes, des petits commerçants fermant leurs portes. La confiance s'évaporait avec la rapidité d'une étincelle sur de la paille sèche. La réaction mexicaine ne se distingua pas par des discours enflammés. Elle fut silencieuse et chirurgicale. Un chargement plus modeste venu du Canada arriva sans bruit, mais avec une ponctualité qui ressemblait presque à une provocation. Le maïs était calibré pour les machines locales. La documentation était en ordre. Il n'y eut aucun retard. Cette expérience transforma la méfiance en certitude. Une alternative existait. Et lorsqu'une alternative se montre fiable, la loyauté cesse d'être une vertu pour devenir un risque. Le Mexique commença alors à redessiner ses chaînes d'approvisionnement. D'abord un contrat expérimental, ensuite des négociations plus ambitieuses, jusqu'à ce que le partenaire de plusieurs décennies ne soit plus une priorité. Le choc psychologique fut dévastateur. Comment accepter qu'un voisin avec lequel on partage histoire, culture et frontières préfère chercher la confiance dans des terres lointaines? Pour les agriculteurs américains, le silence des acheteurs mexicains était assourdissant. Les appels téléphoniques n'étaient plus pris. Les réunions étaient annulées sans explication. Le lien de plusieurs décennies se dissout non pas dans une dispute ouverte, mais dans une indifférence encore plus douloureuse. Quand la confiance se défait sans bruit, il n'y a pas de place pour la réconciliation, seulement pour la certitude que le cycle est terminé. Au Mexique, cette décision apporta un soulagement immédiat. Les usines reprirent la production avec prévisibilité. Les marchés stabilisèrent leurs prix et la population respira en voyant que leur table ne serait plus otage de caprices politiques extérieurs. Mais le processus fit naître aussi un dilemme interne. Comment concilier dépendance aux importations et désir d'autonomie? La réponse commença à naître dans des politiques d'incitation aux petits producteurs locaux, dans des investissements dans la recherche sur de nouvelles variétés de maïs adaptées au climat mexicain et dans des débats publics sur l'autosuffisance alimentaire. La rupture n'a donc pas seulement brisé un lien, elle a ravivé une réflexion nationale sur la manière dont un pays peut protéger son identité à travers son alimentation. Ce mouvement ne passa pas inaperçu dans le reste du monde. La nouvelle selon laquelle le Mexique, partenaire historique, avait décidé de reconfigurer sa base d'importation se répandit comme un murmure dans les couloirs des gouvernements. Si même le voisin le plus proche n'était plus disposé à accepter l'instabilité qu'il serait, le geste mexicain fit office d'avertissement. Et la question devint inévitable. Si même les liens de voisinage peuvent être rompus par l'instabilité, quels liens restent véritablement sûrs? Tandis que les contrats canadiens gagnaient en volume, de nouvelles dynamiques émergeaient. Les entreprises mexicaines commencèrent à exiger des clauses de protection politique dans toute négociation. Il ne s'agissait plus seulement de prix et de qualité, mais de garanties contre les interférences extérieures. Le grain cessa d'être considéré comme une simple marchandise pour devenir un pilier de souveraineté. Dans ce contexte, chaque retard américain sonnait comme un souvenir amer d'un passé que l'on ne voulait plus revivre. Dans les campagnes, les agriculteurs mexicains commencèrent à percevoir des opportunités cachées dans ce bouleversement. Des coopératives locales étendaient leurs surfaces cultivées, des recherches en biotechnologie tentaient d'adapter des semences à des sols autrefois jugés impropres, et de jeunes ingénieurs agronomes recevaient des bourses pour étudier à l'étranger et rapporter de nouvelles techniques. L'alimentation, autrefois perçue comme dépendante de fournisseurs étrangers, redevenait une source d'ambitions internes. Il ne s'agissait pas d'éliminer les importations, mais de rééquilibrer les forces, de transformer la vulnérabilité en projet d'avenir. Mais si le Mexique sortait renforcé, les agriculteurs américains s'enfonçaient dans l'incertitude. Des semences plantées avec espoir restaient stockées dans des silos, couvertes de poussière.
Des familles entières qui depuis des générations vivaient de l'exportation se retrouvaient face à une réalité inédite. Personne n'était prêt à attendre que les vents politiques redeviennent favorables. Que se passe-t-il avec des communautés entières lorsque leurs sources de revenus historiques cessent d'être fiables? Cette question se propageait dans les petites villes, où le silence des téléphones inquiétait davantage que n'importe quelle crise climatique. La rupture mexicaine ne fut donc pas seulement une perte de marché, elle fut un symbole, une preuve que les liens les plus solides peuvent s'effondrer lorsqu'on perd la base de la confiance. Et en observant ce processus, la réflexion devenait inévitable. Si même le voisin, qui partage frontières, histoire et destin, a choisi de chercher la stabilité ailleurs, qui pourra encore soutenir l'image d'une agriculture américaine indispensable? Ce qui est en jeu n'est pas seulement le commerce, mais l'identité. Le Mexique, en redessinant ses choix, a réaffirmé qu'il n'était pas disposé à laisser l'aliment qui façonne sa culture être traité comme une pièce dans un jeu d'intérêts étrangers. Et, au final, c'est peut-être là la leçon la plus dure pour ceux qui croyaient que la loyauté éternelle pouvait s'acheter uniquement par la tradition. Car, lorsque la survie est en danger, même les liens les plus intimes peuvent se rompre sans avertissement. Et la question qui demeure, suspendue comme un défi gênant, est simple et dévastatrice. Si le voisin le plus proche n'y croit déjà plus, combien de temps faudra-t-il avant que tous les autres suivent le même chemin? Il fut un temps où l'on croyait que le maïs américain était aussi solide que l'acier, aussi indispensable que l'eau, aussi omniprésent que personne n'osait imaginer un monde sans lui. C'était presque une loi non écrite. Là où les tables étaient abondantes, il y avait sûrement des grains venus du cœur du Midwest. Mais tout au long de ce parcours, nous avons vu la confiance s'éroder pas à pas, jusqu'à ce que des piliers entiers s'effondrent dans le silence. Ce qui paraissait éternel s'est révélé fragile. Ce ne fut pas un effondrement soudain, mais un lent remplacement, marqué par des choix faits loin des yeux des agriculteurs qui croyaient encore à la stabilité d'hier. Désormais, face à ce tableau irréversible, la question n'est plus « comment cela a-t-il commencé ?» mais que reste-t-il après la chute? La perte de la centralité agricole américaine ne se limite pas aux contrats rompus. Elle touche quelque chose de plus profond. Le sentiment collectif que la table de millions de familles à travers le monde ne dépend plus d'une seule source. Ce qui autrefois était un pouvoir déguisé en abondance s'est transformé en vulnérabilité exposée. Et ce constat bouleverse non seulement les gouvernements et les entreprises, mais aussi la vie quotidienne de chaque personne qui dépend d'un morceau de pain, d'un verre de lait, d'un repas simple. Car, au bout du compte, la politique mondiale arrive jusqu'à nous par la cuisine, par le marché du coin, par le prix de la nourriture qui entre, ou non, dans le budget de chaque foyer. La chute révèle aussi un contraste douloureux. D'un côté, des producteurs américains aux silos pleins de grains, cherchant à vendre à un monde qui a déjà trouvé des fournisseurs plus stables. De l'autre, des pays autrefois considérés comme des clients fidèles, construisant désormais de nouvelles alliances avec le Canada, avec des technologies partagées, une logistique repensée, des contrats blindés contre l'instabilité politique. C'est une carte qui ne s'organise plus autour du pouvoir d'un centre unique, mais autour de multiples pôles de confiance. Le monde a compris qu'il pouvait vivre sans dépendre du maïs américain. Et cela, en soi, change déjà tout. Mais peut-être que l'aspect le plus douloureux pour les agriculteurs est le sentiment d'abandon. Ils n'ont pas seulement perdu des acheteurs, ils ont perdu leur place symbolique de gardiens de la sécurité alimentaire mondiale. Le silence des anciens partenaires pèse plus lourd que des discours enflammés. Quand plus personne n'appelle, quand il n'y a plus de négociations, quand les contrats cessent simplement d'exister, ce qui reste est un vide qui ne se mesure pas en chiffres. C'est un silence qui résonne dans chaque petite ville, dans chaque entrepôt oublié, dans chaque famille qui regarde les champs et se demande s'il y a encore un avenir là. Et dans ce silence surgit une réflexion inévitable. Que signifie être indispensable dans un monde qui a appris à se passer de vous? En même temps, pour les pays qui ont rompu leurs liens et trouvé de nouveaux partenaires,
Le sentiment est celui du soulagement et de la réinvention. Ils ont découvert que la prévisibilité vaut plus que la tradition, que des contrats solides valent plus que des discours, que l'alimentation ne peut pas être soumise à des disputes qui changent de direction à chaque cycle électoral. L'Égypte a retrouvé la stabilité de son pain. La Corée du Sud a intégré la traçabilité numérique dans chaque sac de maïs. Le Vietnam a construit son autonomie face aux fluctuations extérieures. L'Arabie Saoudite a trouvé la sécurité dans des routes indépendantes. Le Mexique a réaffirmé sa souveraineté alimentaire et le Japon a transformé la constance en philosophie d'approvisionnement. Et enfin, la Chine a consolidé un partenariat qui n'a pas seulement remplacé des fournisseurs, mais redessiné la géopolitique de l'alimentation à l'échelle mondiale. Chaque choix a été un message. On ne peut pas vivre dans l'incertitude. L'aboutissement de cette histoire n'est pas seulement économique ou politique, il est humain. Il montre que la confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. Il montre que la faim, même lointaine, pèse plus que n'importe quel calcul de tarif. Il montre qu'en fin de compte, la survie n'admet pas d'attendre des promesses. Et il nous oblige à réfléchir. Dans nos propres vies, combien de fois insistons-nous à dépendre de quelque chose d'instable, croyant que la tradition suffit à soutenir l'avenir? Combien de fois ignorons-nous les signes d'usure jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour sauver le lien? L'agriculture américaine est devenue le miroir d'un dilemme que chacun connaît à différentes échelles, la perte de confiance. Et pourtant, toute chute porte aussi une ouverture. La fin d'une ère ne signifie pas la fin de toutes les possibilités. Pour ceux qui observent de l'extérieur, la transformation en cours montre clairement que le monde de l'alimentation n'appartient plus à un seul fournisseur. Et cela peut signifier plus de diversité, plus d'innovation, plus d'espace pour que de nouvelles voies entrent dans le jeu. C'est comme si la partie avait été relancée, mais avec de nouvelles règles. Des règles qui ne pardonnent pas l'instabilité, mais qui récompensent la clarté, la prévisibilité et le partenariat authentique. Le monde n'accepte plus d'être l'otage des humeurs politiques. Et cette leçon résonne bien au-delà des grains. Nous arrivons à la fin de ce récit en sachant que le maïs n'est que la surface. Derrière lui se cachent des luttes de pouvoir, des stratégies à long terme, des ambitions personnelles de dirigeants qui ont façonné le destin des nations. Comprendre la trajectoire de ces personnages, c'est comprendre le présent avec plus de clarté, car les décisions qui changent le destin de millions ne naissent pas du hasard. Elles naissent des obsessions et des contradictions d'hommes qui, dès leur jeunesse, ont appris à transformer le désir en pouvoir. C'est pourquoi, si vous voulez voir au-delà des actualités et décoder le véritable échiquier, vous devez plonger dans les histoires de figures comme Donald Trump et Xi Jinping. Leur jeunesse, leurs premières erreurs, leurs obsessions ont formé la base des choix qui aujourd'hui bouleversent marchés, alliances et frontières. Pour approfondir cette compréhension, nous avons préparé un e-book exclusif avec des biographies détaillées de ces présidents qui déterminent encore les voies de la géopolitique mondiale. Il est disponible dans le commentaire épinglé pour que vous puissiez prolonger cette réflexion avec encore plus de lucidité et de pédagogie. Si ce parcours a eu du sens pour vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos impressions dans les commentaires. Votre voix maintient vivante cette conversation et nous aide à atteindre davantage de personnes qui cherchent à comprendre le monde dans son essence. Merci d'être ici, d'avoir consacré votre temps et votre attention à un contenu qui exige de la réflexion. Et préparez-vous, le prochain chapitre de cette histoire est déjà en train de s'écrire et vous ne voudrez pas rester à l'écart lorsqu'il arrivera.